Salut à toutes et à tous, c'est Raphaël. On se retrouve pour l'analyse des 4 premiers matchs de ce World Chess Tag 5. Alors pourquoi cette analyse groupée ? Disons que j'étais un petit peu optimiste quand j'ai annoncé que les analyses sortiraient après chaque match. Clairement, au niveau logistique, c'est pas possible. Donc on va plutôt faire comme ça, on va tâcher que les analyses sortent une fois par semaine, normalement le dimanche, et regroupe du coup les 3 matchs de la semaine. Du coup là, 4, puisque le premier match était sorti le vendredi. Et on va tout de suite commencer par analyser le premier match de ce World Chess Tag 5, enfin presque le premier, puisque le vrai premier match c'était Soflo contre UpPTC, deux équipes qu'on connaît bien, mais il y a eu quelques problèmes techniques sur le match, et du coup il sera diffusé plus tard. Donc, premier match, Tempest contre Antidote. Tempest contre Antidote, il y a 3 points sur lesquels je voudrais revenir. Le premier point, c'est la Chase 7, la Chase que Nate joue contre Ryan. Petite mise en contexte. Chase 5, Nate réussit à toucher au bout du bout son adversaire de Antidote. À la Chase 6, il réussit déjà à s'échapper. Chase 7, il décide de faire un départ à côté de la crête. C'est un départ qui est très risqué parce que c'est facile de se faire piéger à cet endroit-là. Mais si le départ est bien timé, ça peut être extrêmement efficace. Et c'est le cas. Ryan n'a pas d'autre choix que de devoir le suivre sans avoir pu avoir l'occasion de piéger. Et là, Nate se dirige vers les sœurs. Il va utiliser les sœurs pour grimper sur la montagne, de là se réceptionner à la baie, passer derrière la montagne et jouer avec son adversaire autour des sœurs pour enfin remporter la manche. Des chases comme ça, on n'en voit pas souvent. Je compte bien utiliser ce format analyse pour les mettre un peu plus en avant. Le deuxième point, c'est 2 départs super originaux. Le premier départ, c'est celui de Tavon en Chase 10. Il démarre en souris, en plein milieu du terrain. Même Joe est perdu et fait avec son point un petit... T'es sûr que t'es bon là ? Et oui, il était bon, ça passe. Honnêtement, c'est très risqué. Mais la façon dont il a géré a fait que il a réussi à s'en sortir. Le deuxième départ, c'est celui de Brett en tant que chasseur en Chase 13. Il va choisir un passage pas très conventionnel. Il va monter sur la front lane et céder des barres pour passer des sœurs directement à la baie. Et de là, il réussit à piéger Joe qui comptait bien passer sur la montagne et qui ne peut plus le faire. Ça fait plaisir de voir dès le premier match des diversités dans les stratégies appliquées. Le dernier point que j'aimerais aborder dans cette analyse du premier match, c'est la prestation décevante de Joe et Antidote. Pour moi, il a fait les 2 plus grosses erreurs du match, et sans dire qu'il a coûté le match non plus à Antidote, c'est clairement une des explications de ce 4-1 que leur a infligé Tempest. La première erreur, elle vient pendant la Chase 10, fameuse Chase que Tavon a commencé au milieu du terrain. Alors qu'il pense le toucher, ça n'est pas le cas, et pris dans son élan, il sort du terrain, ce qui l'élimine de fait et donne automatiquement le point à Tempest. La deuxième erreur, elle est dans la dernière Chase, la Chase 14. Et là encore, il a pas eu de bol, c'était la Chase que Brett a commencé par son passage Sœur-Montagne. Il nous fait un passage sur la montagne, où plutôt que de regarder où est son adversaire en restant haut de la montagne, il descend, se met dans une position d'attente et regarde où est son adversaire. Manque de bol, Brett était déjà sur lui à ce moment-là. C'était le match point, c'était vraiment le point à pas louper, et je sais pas, c'est extrêmement bizarre. Je me demande vraiment ce qu'il voulait faire parce que il se met dans une position où même si Brett avait été un petit peu plus loin, ça aurait été très compliqué de repartir de façon efficace. Je sais pas trop ce qu'il voulait faire, mais clairement, on est sur une erreur stratégique qui coûte le match point à Antidote, et de là le match qui se conclut par un 4-1 mérité pour Tempest, qui avec un roster quasiment inchangé, a montré de très très belles choses. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'analyse deuxième match, le match des 2 petits nouveaux de Intent contre Apex Doge. C'est un match pas facile à analyser finalement, on connaît pas les joueurs, et il s'est pas non plus passé beaucoup de moments d'éclat. Ce qu'on pourra en retenir, c'est qu'Intent a surtout montré de l'inexpérience, qui est logique, c'est leur première participation, et pour tous les athlètes. Maintenant, il faut qu'ils réussissent à développer leur jeu, et c'est là où c'est un petit peu injuste pour les nouvelles équipes, ce format éliminatoire, c'est que si vous tombez contre une bonne équipe dès le début, et ben votre expérience au World Chess Tag se résume à un match. Là où l'année dernière, même une équipe contre Enzo Movement avait eu le droit à 3 matchs. On va pas se mentir, Enzo Movement l'année dernière, si c'était éliminatoire, il y aurait eu qu'un match et c'était fini. Là, Intent, clairement, ils auraient mérité d'avoir un 2e et un 3e match pour qu'on puisse vraiment voir plus. Ce que j'en ai vu, c'est surtout que la plupart des joueurs, ils ont pas fait le poids face à une équipe de Apex Doge qu'on devine entraînée par les champions de l'année dernière. Forcément, c'est compliqué
Apex Doge d'ailleurs, c'est pas une équipe qui a encore brillé. Maintenant, le score de 3-0 est très propre et donne envie de voir les prochains matchs, notamment contre des vraies équipes expérimentées. Le joueur à surveiller, pour moi, du côté de Apex, c'est Damien. Damien, il met 2 points pour son équipe d'affilée, et si mécaniquement le style était pas incroyable, il a montré pour moi une super intelligence de jeu, et potentiellement, ce sera à surveiller lors des prochaines games, mais c'est pas impossible qu'on ait sous les yeux un ou le carry de Apex Doge. J'ai très hâte de voir ça. Passons au troisième match, The Unknown Project contre Intrepid. Le premier match, finalement, d'une équipe vétérane, ou en tout cas présente l'année dernière, contre une toute nouvelle équipe. Bon, un peu sans surprise, c'est The Unknown qui l'emporte. Mais pourtant, je suis pas complètement convaincu. L'année dernière, The Unknown, on l'a vu lors du groupe B, c'était déjà une équipe qui était forte contre les équipes plus faibles qu'elle, mais qui, dès que ça allait un peu trop vite, perdait complètement les pédales. Et ça s'était vu en quart de finale. Alors bon, ils avaient eu le manque de chance, entre guillemets, de tomber contre Hollywood, mais malgré une performance qui était correcte, on les sentait dépassés, on sentait de nombreux joueurs, en fait, dépassés. Et là, The Unknown Project revient avec un roster complètement intact. À la fois, ça me fait plaisir, et à la fois, je suis un petit peu inquiet, parce que j'ai pas tellement l'impression de les voir progresser. Pire, au final, Jesse, par exemple, qui était l'un des 2 gros carrés de l'équipe avec Christopher, nous a complètement déçus, disons les termes. Christopher, justement, a fait un bon match. C'est lui qui a pris la plupart des points, il fait même un doublé, mais dans un style sans éclat, sans véritable intelligence de jeu, entre guillemets, sans que ce soit méchant, et j'ai encore une fois peur que, contre des joueurs un peu plus expérimentés, ça se passe pas de la même façon. La question qu'on s'était posée l'année dernière se pose donc de la même façon. Est-ce que The Unknown Project peut hausser leur niveau de jeu quand l'adversaire devient plus fort? L'équipe d'Intrepid était intéressante au global. Encore une fois, ça sentait un peu l'inexpérience. Et la plupart des joueurs n'ont pas avoir laissé un souvenir transcendant. Par contre, j'aimerais mettre un petit focus sur Will, dont j'ai beaucoup apprécié le style. C'est un joueur très grand et qui donne l'impression de se déplacer doucement, d'une certaine façon. Et pourtant, son adversaire, lui, galère à le rattraper, alors qu'on a l'impression qu'il court à pleine balle. C'est très étrange comme sensation, et je crois que ça me l'avait jamais fait devant un match de World Chess Tag. Mais là, c'est un petit truc qui, pour moi, est autant de la mécanique que de l'intelligence de jeu, où il réussit à toujours prendre les bonnes routes et à bien évaluer comment il va passer les obstacles pour ne jamais perdre de temps, en fait. D'ailleurs, c'est lui qui met un point. Honnêtement, c'est dommage parce qu'à 0,4 secondes, il mettait le deuxième. Et ça montre peut-être un petit peu les limites de son style, justement. Mais c'est ce genre de joueur que j'ai très envie de revoir l'année prochaine. Bref, voici qui conclut cette analyse du troisième match. Passons maintenant au quatrième match, APK Grey versus Freedom in Motion. Bon, vous l'aurez compris, analyser des nouvelles équipes, c'est pas le plus évident. Quand on connaît aucun profil, vu le temps de jeu des équipes, et surtout de chaque joueur individuellement, c'est pas évident de dire des choses constructives dessus. Et là, on a encore une fois 2 nouvelles équipes. Oui, 2 nouvelles équipes, puisque si on connaissait APK Grey de l'année dernière, si même ça a été une des équipes demi-finalistes, American Parkour, à qui appartient la structure, et à qui appartient également APK Blue, a décidé que APK Blue resterait son équipe A. Donc, la plupart des joueurs de APK Grey sont montés vers APK Blue, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et c'est APK Blue qu'on retrouvera en quart de finale à l'issue du tournoi. Mais donc, du coup, l'équipe de APK Grey est constituée surtout, et quasi exclusivement même, de nouveaux joueurs. Le seul joueur de l'année dernière, c'est Wang Xin, le capitaine, qui reste capitaine. Et ça a donné une équipe en demi-teinte, on va pas se mentir. Cette défaite 3-1, elle est assez cinglante en vérité, et c'est bizarre parce que soit les joueurs sont trop mis la pression, soit on dirait qu'ils n'ont quasiment pas été entraînés par leurs coéquipiers qui sont maintenant chez APK Blue. Parce que le nombre d'erreurs, entre guillemets, de débutants qu'on a vu, alors de la part des 2 équipes, mais ça a surtout du coup porté préjudice à APK Grey, c'était impressionnant. Et autant de la part de Freedom, ça aurait pu paraître logique, entre guillemets, autant de la part de APK Grey, très vite, ça paraît étrange. Et
Pour en revenir aux erreurs de débutants entre guillemets, la plus manifeste, et qui s'est manifestée justement, je crois, 7 fois dans le match quand même, 7 fois sur 14 manches, c'est beaucoup. On l'a fait un petit peu remarquer pendant le cast, mais j'avais pas vu à quel point c'était prégnant pendant le match. 7 fois, des joueurs sont passés par l'espace ouvert des obstacles, plutôt que par les espaces fermés. Et généralement pas, parce qu'ils étaient piégés par leur adversaire. C'était un choix conscient qu'ils ont fait. Et c'est une grosse erreur. Là, surtout, c'était l'obstacle de la baie et l'obstacle du cube qui sont concernés. Les autres obstacles, c'est un petit peu différent. Mais sur ces deux-là, il y a un côté qui est ouvert et un côté qui est fermé. Quand vous êtes dans un coin du terrain, votre objectif, c'est de passer par le coin fermé pour que votre adversaire doive se jeter pour vous toucher. Et minimiser ses chances de réussir. Et en plus, du coup, si vous réussissez à passer, ça va lui prendre plus de temps pour se relever. Et c'est exactement ce que n'ont pas fait les joueurs des deux équipes. Notamment les 4 premières manches, ils font tous le mauvais choix. De cette équipe de la PK Grey, je retiendrai finalement Brian, qui avait un profil intéressant de très grand joueur qui passait extrêmement aisément au-dessus des obstacles. Son passage de la crête est assez fou, mais cette force était aussi une faiblesse dans le sens où on l'a vu dans sa première manche de chasseur, il a eu tendance à ne pas suffisamment passer, notamment sous la montagne, et ça a coûté le point à son équipe. Parlons maintenant de Freedom in Motion, l'équipe du coup victorieuse, et l'équipe qui continue son parcours, et je trouve ça assez intéressant. On retiendra de leur côté les deux profils qui ont pris les points, Isaac d'une part, et surtout Jacob, qui a un style super nerveux. C'est ce genre de joueur, vous savez, où vous vous dites « Wow, j'ai pas vu les 20 secondes passer et il a déjà pris le point ?» Et en fait, il bouge tellement de partout que oui, en fait, il a déjà pris le point. Parce qu'il donne tellement l'impression d'être partout sur le terrain que forcément, ça passe très vite. Et là, il prend un doublé, une des faiblesses de son style. C'est très nerveux, c'est très rapide. Alors déjà, c'est super plaisant à regarder, c'est plutôt efficace. Par contre, c'est extrêmement fatigant. Donc déjà, je pense que le doublé, c'est une sacrée performance. Bon, je pense que je vais arrêter ici cette analyse de ce match, et je vais également, du coup, arrêter là cette vidéo, puisqu'on est arrivé au bout de cette analyse de 4 matchs. J'espère que ça aura pas été trop long, j'espère que ça aura été intéressant. Je l'ai senti, alors j'ai pas fait les 4 analyses en même temps, et je sens au fur et à mesure que je suis quand même de plus en plus à l'aise avec l'exercice, mais je sens encore que j'ai beaucoup de marge de progression. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire des retours, ça m'aiderait énormément, mais n'hésitez pas à le faire avec bienveillance, parce que oui, l'exercice est assez nouveau pour moi, et j'ai fait comme j'ai. Voilà. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, soirée. Je vous dis à la prochaine pour le prochain match, et keep chasing and get caught. Salut à tous!